soir, nos mémoires design sont consacrées à Marc Lévy pour son dernier roman, L'étrange voyage de Monsieur Daldry, roman paru comme d'habitude chez Robert Laffont. Marc Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a dans ce roman un personnage très important qui est une voyante de Brighton. Alors, je me suis dit que j'allais ce soir être la voyante de Brighton. J'ai sorti ma boule de cristal pour essayer de voir un petit peu ce qui allait se passer pour ce roman. Alors, d'abord, je vois que ce roman va être le plus vendu en France en 2011, comme vos romans, tous, depuis 2004. Oui? Non? Voilà, on touche du bois. Deuxièmement, je vois que la critique va être un peu partagée. Je vois que Bernard Pivot va aimer, mais que par contre, Frédéric Becbédé, Jérôme Garcin ne vont pas aimer. Je me trompe beaucoup? Je dirais que là, il n'y a pas besoin d'être voyant. Ah ben, bon, admettons. Mais sauf pour Bernard Pivot, je serais très touché. Ben oui, mais je le vois aussi. Alors, est-ce que Spielberg va acheter les droits, comme pour... Non. 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 Trop anglais. Trop anglais? Trop british? Alors voyons voir en quoi il est trop british, ce roman. D'abord, effectivement, il commence à Londres en 1950 et une jeune fille, Alice, on verra un petit peu ses caractéristiques après, va voir une prédiction changer toute sa vie et l'amener à faire un voyage qui va l'amener vers ses origines. Pas seulement ses origines, et se retrouver à Istanbul. Alors, Londres, vous connaissez bien, vous y avez vécu 8 ans. Aujourd'hui, vous êtes à New York. Alors, Istanbul, comment ça se situe dans votre géographie personnelle? D'abord, c'est une ville dont je suis tombé amoureux il y a très longtemps. C'est une des villes les plus belles et les plus sensuelles du monde. C'est une ville aussi de très très grand brassage culturel. C'est une ville qui enjambe 2 continents et où on peut aller travailler le matin en Asie et revenir habiter en Europe. C'est une ville qui a un passé extraordinaire et une architecture extraordinaire. Et puis c'est aussi une ville qui est en Turquie. Et la Turquie, c'est le pays de mes grands-parents. Et c'est une filiation que j'ai aussi découvert assez tardivement, enfin dont j'ai pris conscience assez tardivement. Et c'était assez drôle parce que j'ai toujours voué un grand amour pour la Turquie. Et je me suis rendu compte finalement que j'avais du sang turc dans mes veines. Et j'en ai une certaine fierté. Bon, alors là, le roman se situe en partie à Istanbul, pas parce que c'est un roman autocentré, parce que c'est vraiment une fiction. Mais parce que c'est vrai que je trouvais le paysage d'Istanbul des années 50 extrêmement romanesque. Et puis Alice est née, NEZ, son métier, elle est créatrice de parfums. Et puis je m'étais fait un pari littéraire en écrivant ce roman. On dit souvent d'une écriture qu'elle est visuelle, parce que je pense que le métier de base du romancier, c'est de créer des images dans la tête avec des mots. Et là, je m'étais fait le pari de me dire, est-ce que je pourrais réussir à créer des odeurs avec des mots? Alors on va voir que dans cette histoire, la prédiction n'est pas simplement Istanbul. Il y a des personnes. C'est-à-dire que cette voyante de Brighton lui dit, vous allez d'abord rencontrer 6 personnes avant de rencontrer la personne qui va changer ou qui va être le plus important dans votre vie, même si... Et ça, c'est un élément, même si elle est peut-être passée dans votre dos il y a un instant. Elle lui dit, franchement, elle lui dit, oui. Elle lui dit, la personne qui va le plus compter dans votre vie vient de passer dans votre dos à l'instant. Mais pour la retrouver, il va falloir, 1, faire un long voyage, et 2, rencontrer 6 personnes qui, chacune à leur façon, vous mèneront jusqu'à elle. Et il y a un personnage très important, c'est le voisin de palier. Alors, ce qui est fou avec ce livre, c'est qu'on peut en parler et ne pas en parler, parce qu'il est tout en mystère dévoilé et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Donc, si d'aventure on en dit ce qu'on peut dire du voisin de palier, c'est que c'est un type qui est très barré, le voisin de palier. Il est peintre, il peint des carrefours. Oui. Il se déteste lui-même au point qu'il pense que la plus belle chose qu'il puisse faire pour une femme dont il tomberait amoureux, ce serait de ne jamais se présenter à elle pour ne surtout pas lui faire courir le risque de rencontrer un type comme lui. Il est alcoolique, tout en n'étant jamais sous, parce que c'est un type qui a une autodérision folle. L'humour, les cultivés. Et il a un petit plan machiavélique, c'est que son rêve, c'est de récupérer l'appartement de sa voisine, parce que c'est le seul à avoir dans cette maison victorienne une verrière sous laquelle il aimerait peindre. Une verrière zénithale. Ouais. Voilà, et donc cette voisine qui le gêne, il trouve que le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de l'entraîner dans un voyage en espérant qu'elle reste là-bas. Alors, il y a... lui, il est la peinture, il est les images, elle est le nez, les odeurs. Et on a l'impression que les parfums sont le meilleur chemin vers la mémoire et la mémoire inconsciente. C'est aussi ce qu'il y a dans ce livre. C'est un peu comme le parfum de la mémoire. J'ai appris en faisant mes recherches que la mémoire olfactive était la seule mémoire indéfectible. C'est-à-dire qu'on finit par oublier les visages, on finit par oublier les sons,
Mais on n'oublie jamais une odeur. Et la réminiscence d'une odeur peut réveiller des souvenirs que l'on croyait éteints à jamais. Alors si vous deviez donner une odeur à Paris, à Londres et à New York? Pour moi, la mémoire de l'odeur de Paris, c'est l'odeur que l'on sent très particulière quand on passe au-dessus des grilles d'aération du métro. Une odeur à la fois poussiéreuse et sucrée. Londres, c'est une odeur d'herbe mouillée. New York, c'est une odeur de chanvre et de sucre. Et c'est une odeur de plastique, comme l'odeur des cirés. Il est très petit, je ne voudrais pas vous faire mal. Alors donc ce Punchy Ball, c'est l'occasion pour notre invité de réagir sur une question d'actualité ou quelque chose qui l'a ou irrité ou agacé ou enthousiasmé ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez choisi, Marc Lévy? Et moi, c'est un thème général, c'est-à-dire c'est mon coup de gueule, puisque c'est le but de la critique, c'est sur le comportement politique actuel. C'est-à-dire qu'on est confronté en ce moment à des bouleversements majeurs dans le monde. Le printemps arabe, le printemps des révolutions arabes est un événement extraordinaire pour le monde. Et je trouve que la classe politique, à défaut d'être capable de bâtir un projet de société qui réunisse les gens, ne cesse de diviser pour mieux régner. Je trouve qu'il y a un climat de suspicion, il y a un climat, on ne parle que de sécurité, on cultive la peur chez les gens. Et est-ce que vous sentez l'image de la France dégradée là où vous êtes aux États-Unis, avec les gens avec qui vous parlez? Non, c'est très amusant. Les Américains ont une analyse de la montée du Front National qui est assez différente de l'analyse qu'on en fait en France. Pour beaucoup de journalistes américains, la montée du Front National en France est proportionnelle à la descente de l'UDF et de l'UMP et du PS. Et c'est beaucoup plus ce vase communicant-là que cette soi-disant course à la peur à l'immigration, à la peur à la peur de l'étranger. Il faut toujours une analyse républicain-démocrate. Oui, c'est-à-dire que pour eux c'est un vase communicant, c'est pas tout à coup les flux migratoires qui font, vous voyez, exploser le Front National. En revanche, ces 4 années qui viennent de s'écouler, où à droite comme à gauche, on voit les personnalités politiques qui sont plus préoccupées par leur nombril que par la société française, font qu'à un moment donné, des gens qui arrivent avec des idées aussi basiques et râlent le terrain, captent une attention. Voilà. Alors oui, donc c'est le moment pour nous de déterrer une critique concernant notre invité. Alors, c'est étrange, quand on a parlé tout à l'heure de ça, vous avez dit on trouvait des cargaisons. Et bien justement, on n'a pas pris une de ces cargaisons dont vous parlez de critiques à propos de Marc Lévy, mais d'une réaction d'un papier que vous avez écrit sur les pseudo-littéraires. Et c'est dans le Figaro, Étienne de Montetti qui répond et qui critique ce papier. Le romancier Marc Lévy s'en va en guerre. De New York, on n'est jamais trop prudent, Marc Lévy s'emporte contre ceux qui nomment les pseudo-littéraires. Comprendre les critiques qui ne goûtent pas ses romans. Marc Lévy déplore que chacun de ses livres soit systématiquement qualifié de roman de l'été, genre qui est à l'édition ce que le tube du même nom est à la chanson. On lui rétorquera que ce n'est pas en publiant tous les ans un roman fin juin qu'il évitera ce qualificatif. Pas plus qu'il n'échappera à celui de roman de plage, à moins d'interdire à ses lectrices de glisser ses livres dans leur sac entre la serviette et le monoeil. Voilà, Étienne de Montetti, Le Figaro, 16 juin 2010. Alors, vous voulez dire à ce sujet? Mais c'est très drôle, hein, parce que cette réaction d'Étienne de Montetti est une réaction qui a fait la couve du Figaro à un propos que je n'ai jamais tenu. Ah bon? Il y a 2 ans, je crois, il y a 1 an, je donne un entretien à l'AFP New York. Le journaliste me dit à un moment qu'est-ce que vous pensez des gens qui qualifient vos romans de romans de plage? Et je réponds exactement le contraire de ce que dit cet article. C'est-à-dire que je dis, écoutez, moi je publie mes romans en été, donc oui, ils sont lus sur la plage. Et je dis, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas plus bête sur la plage qu'on ne l'est dans son salon. Bon. Et j'ai dit ça, vous savez, le mot roman de plage, c'est un petit peu de la considération de snobinard littéraire. Alors, ce qui est amusant, c'est que la critique critique, et heureusement qu'elle critique, mais il faut remarquer que la critique n'aime pas beaucoup être critiquée. Et qu'il a suffi que je prononce cette petite phrase, que je trouvais plutôt anodine, vous voyez, et ça a fait la couverture du Figaro littéraire. Donc, conseil à mes camarades auteurs,
qui ne s'iront jamais dans le Figaro littéraire. Si vous voulez y être, dites du mal de la critique, vous aurez une chance de faire la cour. Alors là, je dois filmer quelque chose. Voilà, quand notre invité a cette petite caméra, c'est l'idée qui va nous emmener dans un moment un petit peu intime. Alors bougez pas. D'abord, je vais vous filmer ce qui me manque le plus à New York, si vous voulez bien. Et ce qui nous manque le plus à New York, vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'enfin à moi, ouais. C'est le comptoir en zinc. Vous voyez, c'est le bon vieux bistrot de Paris où on va et on peut prendre une assiette de saucisson avec un morceau de baguette. Voilà. Mais alors, comment vous la vivez? Moi, j'ai envie de savoir, Marc Lévy, j'ai cette image de vous travaillant. Où vous êtes à New York, où vous travaillez, quelles sont vos habitudes? Marc Lévy à New York. Moi, je travaille dans une petite pièce. C'est dans le vieux village de New York. Donc, c'est dans le bas de la ville, côté ouest. Et je travaille dans une petite pièce où il y a une grande verrière. Ce qui a un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de lumière, mais un inconvénient, c'est comme c'est une vieille verrière en fer, l'hiver, il fait un froid dedans. Et c'était cet hiver où on a eu un hiver très très dur. C'est la première fois que j'ai écrit. Je vais ouvrir la porte à la critique, mais j'ai vraiment écrit avec des gants. Alors vous êtes là-bas avec votre famille, enfants, ouais. Enfin, comment l'endroit où j'écris, c'est un atelier. Et j'ai toujours essayé de lui donner ce côté atelier. Oui. Parce que je considère ce métier comme un artisanat. Et je vous dirais en toute humilité, je ne suis pas né écrivain. J'ai commencé à écrire et j'espère que... Pour votre fils, hein? Oui, et j'espère qu'au bout de 20 ans ou de 25 ans de travail, j'aurai mérité, à force de travail, le fait d'être devenu un écrivain. Ce qui est merveilleux dans le fait d'écrire, c'est de prendre conscience de toutes les erreurs qu'on a commises dans le roman d'avant, d'avoir l'espoir et l'appétit de ne pas les commettre à nouveau, et d'avoir la lucidité d'ignorer toutes celles qu'on va commettre et qu'on ne connaît pas encore. Vous vous sentez encore un apprenti? Mais le jour où je ne me sentirai plus un apprenti, j'arrêterai d'écriire. Marc Lévy, je voudrais vous faire un petit cadeau avant de partir. Là, les recettes d'un été italien. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous êtes un grand amateur de cuisine. Et moi, je me suis permis de mettre... quelle merveille. Voilà. Un risotto à la fraise. Voilà. Voilà, donc c'est chez Feuilledon. Ça voilà. Me fait très plaisir. Vraiment, en plus, parce que je suis un fou de cuisine. Oui. Et là, vous pourriez... Et en plus de cuisine italienne. Bien sûr. Voilà, on parlait avec vous, Marc Lévy, de votre dernier roman, L'étrange voyage de Monsieur Daldry, chez Robert Laffont. Et je suis sûr que mes prédictions vont survenir. Marc Lévy, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.